Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous. L'émission est du lundi au vendredi, vous le savez, en direct, débat, analyse, expertise et toutes vos rubriques, vous les connaissez. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse encore une fois, vous allez me dire, au télétravail. Ben oui, il est encore temps de mettre en place de nouvelles pratiques. On en parle avec une experte en RH. Smart et réglo dans l'entreprise, est-ce qu'il est possible de tout dire? C'est un peu compliqué, on va le voir avec un avocat dans quelques instants, Maître Burger. C'est vrai qu'il sera question de la liberté d'expression. On en parle beaucoup dans notre société, on en parlera dans l'entreprise. La pause café avec Fanny Griesmer. Attention, vous êtes filmé, pour ne pas dire espionné. Que peut faire, qu'a le droit de faire l'entreprise pour contrôler votre travail? Jusqu'où peut-elle aller? On fera le point avec cette pause café et Fanny Griesmer. Et dans le cercle RH, notre débat, on parle de vaccination. Les plus de 75 ans vont pouvoir avoir accès à cette vaccination. Les entreprises, pour certaines, réclament la possibilité de vacciner. Est-ce possible? Quand cela sera-t-il possible? Réponse dans quelques instants avec nos invités et nos experts. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, dans un climat un peu morose sur le front de l'emploi, il y a un secteur qui embauche, celui de la relation client. Il cherche des collaborateurs. On en parlera et ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Le télétravail Bien dans son job, évidemment. Certains sont bien dans le télétravail, ils l'ont dit à travers des sondages, puis d'autres ont eu plus de difficultés, des troubles psychologiques, l'isolement, le sentiment d'avoir été abandonné par leur organisation. Est-ce qu'il est encore temps de mettre en place de nouvelles pratiques? Parce qu'aujourd'hui encore, vous nous regardez peut-être de chez vous, alors que vous êtes en télétravail. On en parle avec Patricia Windling. Bonjour Patricia. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille cette fois-ci. Beaucoup mieux, Patricia Windling. Windling, vous voyez, comme voilà. Quoi vous reviendrez une troisième fois, peut-être. Vous êtes DRH, spécialiste de ces questions RH, et puis vous êtes auteur d'un livre alors, qui n'est pas sorti il y a quelques semaines dans le contexte du télétravail. Vous aviez, j'allais dire, presque anticipé cette question. Télétravail, un mode d'emploi. Alors vous avez viré une mode d'emploi et le point d'interrogation a été supprimé, ou comment passer à un mode de télétravail pérenne et efficace. On est en plein dedans, Patricia Windling. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, je dirais, de la phase 1 et de la phase 2? Phase 1, vous dites, on l'a fait dans des conditions, je dirais, dégradées, parce que nous n'avions pas le choix. Phase 2, je dirais, il y a une évolution. Est-ce qu'on va entrer dans une phase 3 du télétravail? Eh bien, je nous le souhaite. Je souhaite qu'on rentre dans cette phase 3 et qu'on arrête de ne voir dans le télétravail qu'une mesure d'urgence. N'attendons pas les prochaines grèves des transports, n'attendons pas les prochains mouvements des Gilets jaunes. Maintenant, le télétravail, j'ai envie de dire à chaque chef d'entreprise, à chaque manager qui nous regarde, le télétravail se pense et se co-construit. Et c'est maintenant que ça se passe. La première phase, vous l'avez très bien dit, on y allait en mode dégradé, avec précipitation, pour de bonnes raisons. Il fallait protéger les gens, il fallait assurer la survie de l'entreprise quand c'était possible, très bien. Mais maintenant, il est temps de le penser et de le co-construire. Qu'est-ce qu'on dit aux organisations, aux chefs d'entreprise qui ont des réticences? Certains disent aujourd'hui, moi je souhaite que mes collaborateurs reviennent. Alors il y a plein de débats juridiques qu'on aura d'ailleurs aujourd'hui dans notre débat. La vaccination, est-ce qu'un salarié doit être vacciné? Toutes ces questions sont posées. Mais qu'est-ce que vous lui dites Parce qu'il y a quand même des freins à cette question du télétravail. Moi je dirais à ce chef d'entreprise que je le comprends. Surtout si, quand il pense télétravail, il pense à ce qu'on vient de vivre. Alors, ce qu'on vient de vivre, ce n'était pas tout à fait le télétravail, pour de nombreuses raisons. Une réponse à une crise sanitaire, pas de préparation, c'est subi, pas de volontariat, 5 jours par semaine, voire 7 jours par semaine, pas de préparation, pas d'outils, etc. Donc oui, pour de bonnes raisons, je comprends qu'il n'ait pas envie de poursuivre. Mais attention, parce que même si c'était en mode dégradé, il y a eu des avantages qu'on a pu tester, éprouver, et il y a des risques. Donc la bonne mesure, c'est de trouver un juste milieu. On va vraisemblablement vers un télétravail, vers un travail en mode hybride dans les locaux et en dehors des locaux. Donc voilà, ça, on ne reviendra pas dessus. Donc oui, je peux comprendre cela, d'autant que de nombreux salariés sont en situation de détresse psychologique, d'autant que les gens ont été contraints, amenés à faire cela sans avoir été préparés. Or, le télétravail est un vrai changement et comme tout changement, il s'accompagne. Il nous a manqué la préparation, il nous a manqué la formation. Eh bien, c'est le moment. Oui, on veut revenir, mais attention, ce n'est pas pour enterrer le sujet.
Hein. Je m'adresse à quelqu'un qui a aujourd'hui un cabinet RH, c'est important. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il y avait une expertise sur le sujet qu'il faut que les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, légifèrent, où on doit laisser les entreprises libres de choisir leur mode, leur nombre de jours, leur hybridation, ou est-ce qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, pour des raisons de santé d'ailleurs et d'organisation, disent voilà, les entreprises qui le peuvent, on les a recensées, doivent impérativement rentrer en télétravail? Ça, il faut distinguer ce que j'appelle la situation normale de la situation de crise. Et on peut comprendre qu'en situation de crise, eh bien, ce qui prévaut, et on l'a bien testé pendant la première phase de confinement, et ça, je m'en réjouis, on a montré que pour une fois, l'humain était beaucoup plus important que le business et le capital. Donc, en période de crise, je comprends que. Mais en période normale, et on va, c'est quand même la période que nous appelons tous de nos voeux, on va vers une période normale, il faut laisser la place à la co-construction. Une entreprise, les salariés sont les mieux placés pour dire on y va pas. Si oui, combien de jours ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait comme outil, comme équipement ? Quelle formation ? Alors oui, la co-construction. Donc, un cadre dans lequel on va dire un cadre comme une aire de jeu, mais dedans, c'est chacun qui fixe les règles de son jeu. C'est à chaque entreprise, avec ses salariés, de trouver chaussure à son pied. J'insiste beaucoup sur cette co-construction. Donc c'est la co-construction au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire pas une seule tête, tous alignés au même. Chaque entreprise va devoir s'adapter à des contextes, à des problèmes de clientèle, de fournisseurs et de fabrication. Pour la suite de cette phase 3, comment on invente le télétravail ? Parce qu'il y a aussi un argument écologique dont on parle assez peu, et de bien-être. On a aussi des collaborateurs qui disent moi j'ai pu aller récupérer mes enfants à l'école, j'ai limité mes temps de transport, je les ai supprimés, j'ai plus 3 heures de transport. C'est quand même très bon pour l'homme tout ça. Bien sûr, c'est bon pour l'humain. Et ce qu'on fait dans l'entreprise est bon pour le salarié, mais c'est également bon pour le citoyen. Il est temps aussi que dans nos entreprises, on comprenne que l'objectif de faire entreprise, il est double. C'est la performance et le bien-être des gens. C'est la rentabilité et l'épanouissement des gens. Et ce qu'on vient de vivre vient de nous le montrer aussi. Donc, à chaque fois, se demander qu'est-ce que je fais pour la performance de mes salariés, mais également pour leur bien-être. Qu'est-ce que je fais pour la rentabilité de mon entreprise ? Parce qu'on doit aussi à nos salariés d'avoir une entreprise rentable. Mais qu'est-ce que je fais pour la rentabilité de mon entreprise ? Mais qu'est-ce que, dans le même temps, je fais pour l'épanouissement de mes collaborateurs ? Et ce qu'on vient de vivre en est un peu la démonstration. Alors, continuons sur cette voie-là et assurons-nous qu'à chaque fois, on a ces deux objectifs. L'entreprise a une nouvelle mission, c'est une mission sociale aussi, et de santé, parce que ce n'est pas qu'une mission économique. Certains chefs d'entreprise vous disent d'abord c'est le business, c'est la rentabilité, mais vous dites pas seulement. Pas seulement. On a l'humain et le capital, et l'un sert l'autre. L'humain, quand il est épanoui, quand on veille à son bien-être, eh bien c'est l'entreprise qui gagne, et la société au sens large. Un mot, Patricia Windling, sur les lieux tiers, parce qu'il y a aujourd'hui un débat pour des collaborateurs qui sont dans les grandes villes, pas qu'à Paris d'ailleurs, ça peut être Lyon, ça peut être Marseille, des grandes agglomérations où les logements sont parfois un peu petits. On est en train de créer des lieux tiers, c'est-à-dire des entreprises qui n'en sont pas, dans lesquelles le collaborateur va travailler. Est-ce que ça, vous le développez ? Est-ce que ça, vous le conseillez ? Moi, je le conseille vivement, parce que c'est une vraie découverte avec ce confinement. On recrée du lien, là. Exactement. Et les tiers-lieux ont plusieurs avantages. On a bien vu que les personnes chez elles n'ont pas toujours l'équipement qu'il faut, on n'a pas tous l'imprimante qu'il faut, on n'a pas tous de quoi envoyer un scan. Eh bien, dans ces lieux-là, ils sont équipés pour ça. Le fameux siège ergonomique. À la fin du premier confinement, 30 à 40% des consultations d'ostéo, c'était pour mal de dos. Le fameux siège ergonomique, on n'a pas tous chez nous. Dans ces lieux-là, il y a le siège. Et au-delà de ces raisons purement pratiques, eh bien, il y a un point très important. On sait que parmi les risques du télétravail, il y a un risque d'isolement, un sentiment de solitude. Et bien là, on côtoie d'autres télétravailleurs. Donc c'est extrêmement important. Et en plus de cela, quand on regarde le maillage du territoire aujourd'hui, on a à peu près tous des tiers-lieux pas très loin de chez nous. Donc le fameux avantage gain de trajet, gain par rapport au temps de transport, eh bien il est préservé. Et donc là, oui, les salariés, moi je pense que c'est un bénéfice pour tout le monde et c'est aussi quelque chose à apprendre. Effectivement, il y a la question du financement derrière, mais ça vaut le coup de s'y pencher, de réfléchir encore une fois ensemble. Avant de nous quitter, il est fort à parier que ces lieux tiers, c'est la phase 3 du télétravail. C'est l'occasion pour l'entreprise finalement de trouver l'équilibre
face à des collaborateurs qui dit mais moi je veux continuer à avoir du monde en fait. Ce travail pour moi c'est plus qu'un travail, c'est mon épanouissement, c'est mon bien-être. Ce tiers-lieu lui permet quand même pouvoir partager éventuellement un café. Il y a quand même des espaces dédiés pour se rencontrer. C'est peut-être ça la phase 3 du télétravail. Ça en fait partie. Le monde nouveau du travail. Ça en fait partie, mais pas que ça. Parce que externaliser comme ça sa population de salariés dans un tiers-lieu, très bien, mais on a bien vu qu'on a besoin aussi de créer des liens avec ses collègues. Bien sûr. Donc ça en fait partie. Et les autres points d'attention seraient l'information, la formation. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Télétravailler, ça prend. Manager à distance, ça prend aussi. Gros travail. Et on n'a pas été formé pour ça. Donc, informant, sensibilisons aux risques psychosociaux, sensibilisons nos équipes et formons-les. Et oui, le tiers-lieu fait partie d'une des solutions, mais pas que. Merci Patricia Wilding d'être venue sur notre plateau. Télétravail, mode d'emploi, c'est votre livre, mode d'emploi. Donc c'est un guide pratique aussi d'expérience que vous avez évoqué, j'ai presque envie de dire, bien avant tout le monde, parce que vous étiez celle qui avait débroussaillé ce sujet. Et puis je rappelle que vous êtes à la tête d'un cabinet Human Factor, ancienne directrice des ressources humaines. Merci de nous avoir rendu une petite visite sur le plateau de Smart Job. Tout de suite, la suite de nos programmes avec Smart et Réglo. Vous savez, c'est le focus juridique. Ça va vous intéresser, parce que vous avez été DRH. Est-ce qu'on peut tout dire dans l'entreprise ? Pas forcément, vous allez le voir. On accueille un avocat dans quelques instants. Sujet ô combien sensible aujourd'hui dans Smart et Réglo, qui nous amène évidemment à nous interroger sur la liberté d'expression. On en parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois dans les sociétés, dans la société. Là, on s'y intéresse à travers l'entreprise. Emmanuel Burger, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes un habitué, vous êtes souvent venu sur notre plateau pour des débats, pour des chroniques. Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social. C'est un sujet que vous connaissez bien, hein, parce que certains de vos clients ont eu des difficultés sur cette question de la liberté de parole. Est-ce qu'on a le droit de tout dire dans l'entreprise ? Est-ce que tout est possible ? Alors, comme souvent en droit, vous avez un principe et des exceptions. Le principe fondamental, c'est qu'un salarié jouit d'une liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et c'est un droit qui est garanti, qui est consacré par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales européenne, mais également évidemment l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme 1789, le Code du travail 1121-1 également, la Cour de cassation qui rappelle régulièrement ce principe. Donc oui, il y a un principe. J'attends les mais. Il y a un principe. Et je précise quand même tout de suite qu'il y a une sanction à ce principe. Si cette liberté d'expression fondamentale, qui a une valeur constitutionnelle, est bafouée par l'employeur, c'est la nullité de la sanction et le cas échéant du licenciement qui s'impose, avec le cas échéant possibilité de réintégration si elle est demandée. Et d'indemnité. Et d'indemnisation. Ça arrive, ça ? Ça arrive, oui. On l'a déjà vu, on l'a déjà... C'est-à-dire le salarié dit, moi, ma liberté d'expression a été bafouée, j'ai été licencié de manière illégale ou anormale, tout à fait. Je me retourne vers l'entreprise. Tout à fait. D'abord, se retourner contre l'entreprise, ça c'est fréquent. Demander la réintégration, c'est plus rare, mais c'est possible, et c'est déjà arrivé. S'il ne le demande pas, c'est uniquement lui qui a le choix, hein, bien sûr, de solliciter sa réintégration. Elle est de droit, hein, s'il obtient la nullité. Elle est de droit. L'employeur peut s'y opposer, elle s'imposera. Mais par contre, s'il ne le demande pas, ça sera sur le terrain indemnitaire. Qu'il obtient la réparation. Avant d'aborder, vous imaginez bien le terrain des journalistes, parce que c'est le sujet sur lequel la liberté d'expression est souvent mise à mal. On critique à l'extérieur un rédacteur en chef, on a des propos sur une émission, on va en parler. Mais pour un salarié de droit privé, c'est la même chose que pour un fonctionnaire ? Alors, il y a un principe, je vais venir aux exceptions. C'est vrai que ce principe va être peut-être encore plus, j'allais dire, compliqué à tenir pour les fonctionnaires. Bah oui, droit de réserve. Droit de réserve, bah oui. obligation de neutralité, etc. Donc il y a peut-être des exceptions encore plus importantes. Mais pour ce qui est des salariés de droit privé, j'ai parlé du principe, il faut que je dise un mot quand même des exceptions, bah oui. puisque évidemment, il y a en toute matière, l'abus est l'exception. L'abus, en matière de liberté d'expression, finalement, comme tout citoyen, le salarié ne doit pas enfreindre la loi. Et la loi, c'est celle notamment de 1881 sur la liberté de la presse, qui est que la diffamation et l'injure sont condamnées pénalement. Mais il y a autre chose. Et ça, c'est plus compliqué, parce que c'est un concept qui est soumis à la appréciation souveraine des juges, c'est celui de l'obligation de loyauté. C'est une obligation contractuelle, l'obligation de loyauté. Et où mettons le curseur, et à quel endroit peut-on considérer réellement que l'obligation de loyauté
a été ou non violée par le salarié. Le cas qui vous concerne, c'est un avocat, c'est un cas qui figure dans un document que j'ai pu lire, un avocat salarié qui n'est pas associé, qui a critiqué ouvertement bien le niveau de son N+1, de son patron, et qui l'a non seulement dit dans le bureau, mais publié, envoyé par lettre au bâtonnier, et qui a essayé de diffuser à la fois sur les réseaux sociaux et dans la presse. Il a été licencié, mais il a été réintégré. C'est assez troublant. Mais oui, parce qu'il a fait prospérer sa demande sur le terrain, évidemment, de la nullité et de la violation d'une liberté fondamentale. Mais c'est un cas propre à la violation des libertés fondamentales, le droit de la défense. S'il est bafoué, c'est également sur le terrain de la nullité que le salarié peut voir sa demande prospérer, ou en cas de harcèlement et de discrimination. Là aussi, il y a des garde-fous posés par le législateur. Si l'employeur enfreint ces différentes règles, il s'expose, pour le coup c'est lui, en cas de licenciement déclaré nul, à la réintégration ou une condamnation lourde. Mais en allant très très loin, un salarié d'une très grande entreprise automobile interpelle par courrier, par tweet, par réseaux sociaux, la stratégie qu'il conteste de son PDG. Il peut être attaqué ? Il pourrait l'être. La question, elle est double ici. C'est d'abord la nature des propos. Puisque pour caractériser un abus... C'est ce qu'il écrit. Oui, c'est la nature des propos d'abord, mais pas que. La diffusion et l'éventuelle publicité qui est donnée à ces derniers. L'exemple de la jurisprudence Facebook, elle est très parlante. C'est-à-dire que dès l'instant que vous vous exprimez dans un cercle confidentiel, restreint, ça gêne personne. Ça ne pose pas de problème, c'est confidentiel. Dès l'instant que vous mettez en lumière, vous rendez public, vous ouvrez sur un mur public d'une certaine façon votre expression, vous encourez, vous vous exposez. Même lorsqu'on l'écrit sous son propre nom, sous sa propre adresse Facebook, ça ne change rien. Surtout, d'ailleurs. Surtout, oui, parce qu'à la limite, aujourd'hui, c'est bien le problème. Souvent, derrière des pseudos... on a le pseudo. On peut balancer toutes les horreurs qu'on veut. Sauf que là, non. Effectivement, le salarié qui, effectivement, publierait des propos sur un compte ouvert, avec un mur ouvert, le cas échéant, peut s'exposer à effectivement des sanctions disciplinaires. Juste un mot, parce qu'il faut qu'on parle quand même de 3 affaires journalistiques. Là aussi, la liberté d'expression, elle est souvent mise à mal. On gagne plus côté salarié que côté employeur, parce que lorsqu'il y a un cas d'un litige sur une question de liberté d'expression, c'est-à-dire un employeur qui considère que son salarié a dit des mots qu'il ne fallait pas qu'il dise. Souvent, c'est à l'avantage du salarié, il gagne la plupart du temps. C'est difficile. Non, c'est difficile à dire, c'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en cas de succès, lorsque la demande du salarié prospère, les conséquences sont beaucoup plus lourdes pour l'entreprise. Je les ai évoquées tout à l'heure. Mais... Donc l'entreprise doit bien réfléchir avant de... Au-delà du spectre de la réintégration, c'est l'indemnité. Il n'y a plus de barème. Vous savez, on avait parlé dans une précédente émission des barèmes indemnitaires Macron. Ouais. Là, il n'y en a plus là. Qui disparaissent. Et mieux que cela, vous avez droit à un minimum, peu importe votre ancienneté, vous avez 6 mois d'ancienneté, on vous sort, eh bien, il y a un minimum de 6 mois de salaire de condamnation, minimum, donc, pas de maximum. L'entreprise doit bien calculer. Juste un mot sur cette affaire-là qui est passée qui est très médiatisée, elle, sur ce chroniqueur sur une chaîne appartenant au même groupe, je ne le cite pas, qui a fait un sketch malheureux contre un de ses collègues et se moquant de lui. Licencié sur le champ, mais vous me disiez, et je le découvrais, qu'en fait, ce n'était pas directement lié au sketch. Alors oui, cette affaire, et celle qui a suivi d'ailleurs, ont défrayé la chronique, puisque c'est un peu les puzzles, les puzzles dans cette affaire. C'est que d'un côté, vous avez un licenciement, une éviction qui ne repose pas sur la nature des propos dans le sketch. Bon, mais c'est un humoriste, donc on comprendrait mal d'ailleurs en quoi il pourrait être sanctionné pour des propos dans le cadre d'un sketch. Ouais. Non, c'est la participation, c'est la direction de la chaîne qui l'a indiqué, au sketch lui-même et au fait qu'une personne autour de la table apparemment dénigre l'entreprise. Donc il devient victime collatérale, lui, en fait. Victime collatérale par sa simple participation. Ça va être compliqué, je pense, dans le cadre du contentieux qui s'annonce dans ce dossier à l'entreprise, d'expliquer en quoi, effectivement, le licenciement est ici justifié. Ça sera au juge du fond d'apprécier. Mais par la suite, un autre collègue journaliste a simplement affiché un message de soutien à antenne. Et donc là, on parlait aussi de l'aspect ou non... Utilisant l'entreprise et l'antenne de l'entreprise. Bah oui. C'est là que... Très sensible. C'est sur ce terrain-là, d'ailleurs, que la sanction, semble-t-il, a été prononcée, à savoir le manquement à l'obligation de loyauté, puisque les propos
un simple message de soutien ne sont pas par la nature outranciers. Mais il utilise effectivement le moyen, l'outil professionnel. Et c'est sur ce terrain-là, de toute évidence, que l'entreprise s'est fondée en disant, d'une certaine façon, qu'il y a une forme de violation de l'obligation de loyauté. Là encore, évidemment, les juges du fond auront apprécié, puisque l'intéressé sollicite apparemment la nullité, mais évidemment, puisqu'on parle de liberté fondamentale. Logique. Elle a été... compliqué quand même, ce cas-là, parce que utiliser les antennes pour faire passer son propre message... Attention, de quel message s'agit-il? Oui, après, on revient à la nature des oui. propos. Est-ce qu'ils sont mesurés, un simple message de soutien, ou est-ce qu'ils sont outranciers? J'ai mon idée. On a entendu vous avez votre idée, j'en suis sûr. On a entendu votre message, Emmanuel Burger. En tout cas, les entreprises, c'est ce que vous disiez, doivent bien réfléchir avant d'engager ce type de procédure, parce qu'ensuite le boomerang est terrible quand il revient. C'est ce que vous nous expliquiez. Et puis il y a des règles extrêmement précises pour les salariés et pas que pour les journalistes, parce qu'on ne parle que de la liberté d'expression, mais pour vous tous qui êtes dans des groupes visibles. Merci Emmanuel. Vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social, puis en droit des médias d'ailleurs, puisque c'est une de vos spécialités. Faut-il le préciser? La suite de nos programmes, c'est la pause café avec Fanny Griesmer. Évidemment, on va faire une petite pause. Justement, on va s'intéresser à un sujet qui va intéresser Maître Burger sur l'espionnage des salariés. Voilà, quels sont les outils légaux et illégaux qui permettent à une entreprise de surveiller un collaborateur? C'est un sujet un peu sensible parce que souvent on se pose la question d'ailleurs, et on en parle avec Fanny. Fanny Griesmer, la pause café. Je suis très très heureux de vous retrouver. Alors c'est intéressant parce que dans l'émission il y a une forme de rebond. Là on parlait de la liberté d'expression et le risque de commettre un impair. Puis là, on parlait aussi du télétravail. Du télétravail, et on va en parler avec vous. Vous vous êtes intéressé aujourd'hui, alors c'est un peu sensible, ces outils légaux ou illégaux, vous allez nous le dire, qui permettent de surveiller à minima, de contrôler ou à maxima d'espionner un collaborateur pour voir vraiment ce qu'il fait. C'est très sensible parce qu'on se pose toujours la question, on se dit il y a un Big Brother qui est en train comme ça de nous regarder. Et peut-être vrai ou pas vrai? C'est ce qu'on va voir. Vous nous faites peur. On va le découvrir. En tout cas, je ne sais pas, vous, quand vous êtes chez vous en train de télétravailler, est-ce qu'il vous arrive de faire autre chose que ce que vous êtes censé faire sur vos heures de travail? Comme tout le monde, on prend un petit café. Voilà, ça peut être un peu de ménage. Un Il y a peu de pas ménage. mal de salariés apparemment qui profitent de ces heures de télétravail pour faire un petit peu de ménage, lancer une machine, une petite série, ni vue ni connue, croit-on. Ça peut être très tentant, effectivement. Mais imaginez qu'en temps réel, votre employeur puisse s'assurer que vous êtes bel et bien en train de télétravailler. Éventuellement, constater par la même occasion que vous lisez un article, peut-être sur un site d'actualité qui n'a aucun rapport avec votre activité, que vous faites défiler votre fil d'actualité sur Facebook, ou encore que vous profitez d'un temps libre entre deux visios pour remplir tranquillement votre panier sur un site de vente en ligne. Là, c'est plus embêtant. Ouais, si je peux me permettre, les salariés le faisaient aussi quand ils étaient en présentiel, non? Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que, avant de crier au scandale, sachez que votre employeur a parfaitement le droit de vous surveiller, que ce soit au bureau ou bien lorsque vous êtes en télétravail, à condition, bien sûr, de vous en avoir informé de la manœuvre avant, bien sûr. Alors en France, le recours à des outils de télésurveillance est très encadré, rassurez-vous. Il doit faire d'abord l'objet d'une consultation des représentants du personnel, donc du CSE quand il y en a un. Ce que dit la CNIL, c'est assez simple et en même temps un peu flou, c'est que cette surveillance ou télésurveillance ne doit pas porter atteinte à la vie privée, ça on peut le comprendre, ne doit pas être constante ni excessive, donc a priori vous ne pouvez pas être constamment surveillé. Enfin, l'entrepreneur, l'employeur vous dit pas en fait quand il met un outil espion dans le logiciel qu'il vous espionne. Il doit le faire, ça c'est la loi. Information au préalable. Dans les faits, selon la loi. Après, c'est difficile de. Il y a eu la pointeuse. On se souvient qu'il fallait pointer le matin. Ça, c'est un peu les ouvriers qui pointaient. Paf, on mettait la petite carte. Il y a une pointeuse en ligne aussi. Il y a des pointeuses en ligne. On connaît, mais c'est vrai que ces derniers mois, je ne vais pas vous cacher que les méthodes se sont très nettement perfectionnées. Bah oui. Alors, ces logiciels dits espions sont généralement élaborés aux États-Unis. Ils peuvent être installés à distance aussi. Voilà, ça, on prend le contrôle de votre ordinateur et on met un petit logiciel espion. Concrètement, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Il y en a certains qui permettent de connaître le temps d'activité ou l'historique de navigation. Là, si vous avez passé du temps sur un site de vente en ligne, clairement, ça va se voir. D'autres, les keyloggers. Ils enregistrent tout ce qu'un utilisateur tape sur le clavier, mais ça enregistre également les mouvements de la souris. Ça peut aller même plus loin. Ça veut dire le texte est enregistré. D'accord. Okay. Donc le mail qu'on envoie à sa maman ou à sa copine, il est enregistré. Exactement. Ou à un collègue. Si vous voulez faire une blague, c'est pareil, c'est enregistré. C'est légal ça? Ça va beaucoup plus loin. Ce sont les logiciels de capture d'écran.
qui vous prennent en photo en train de télétravailler, qui s'assurent que vous êtes bien devant votre ordinateur, quand ce ne sont pas des balises GPS qui permettent de vérifier que vous êtes bien chez vous en train de télétravailler. Et là, généralement, c'est installé plutôt sur les smartphones. Concrètement, vous parlez des États-Unis. Est-ce que la France utilise ces outils et est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises assument en disant à leurs collaborateurs, bah voilà, on va vous surveiller un petit peu, quoi. J'ai découvert ce chiffre, j'avoue être très surprise. 45% des salariés français en télétravail seraient surveillés par leur employeur via un outil de contrôle. C'est en tout cas ce que révèle une récente étude réalisée par GetApp, une plateforme d'évaluation de logiciels et d'applications dédiée aux entreprises. Et bizarrement, certains salariés ils voient des avantages à cette télésurveillance. Ça permet de justifier leur travail. Exactement. Ah oui. 59% des salariés désapprouvent. D'accord. Mais 4 salariés sur 10 il y a quand même 60% voient presque. des avantages. Ouais. Alors, premier avantage, mieux faire constater la durée et le volume de leur travail et donc, dans un même temps, obtenir plus facilement des heures supplémentaires. Et on en parlait la semaine dernière. Exact. 48 minutes de plus en moyenne par jour. Effectivement, si ça peut être c'est intéressant, c'est ça. pas plus mal. Ça veut dire qu'en même temps, en contrepoint, grâce à l'informatique, il y a des chiffres précis, personne ne peut les contester. Autre avantage, c'est montrer à quel point ils sont efficaces. Et oui, si vous n'avez pas votre manager avec vous, c'est vrai que on peut montrer toute sa bonne motivation, sa volonté, et voilà. Ouais, là, on ne peut pas le constater. Là, c'est pas possible. Ça sert à rien. D'autres pensent que ça permet aussi de mieux faire prendre conscience à leur hiérarchie de la nécessité de mieux répartir les tâches. Et autre avantage, et ça, c'est pas un petit avantage, un salarié sur 5 estime que ce suivi permet de repérer plus facilement des situations de discrimination ou de harcèlement. Enfin, très intéressant. Donc, ce qui permet de mieux suivre aussi quand il y a des dysfonctionnements. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à creuser ce point, mais ça permet aussi peut-être aux salariés d'éviter de passer par leur téléphone, leur outil de travail et avoir des outils parallèles pour continuer à communiquer, non ? Alors, oui, on contourne l'obstacle. Non, parce qu'il y a des logiciels aussi qui permettent de voir si éventuellement vous n'avez pas quelque chose au premier plan, mais quelque chose d'autre dans un second plan. Souriez. C'est très sournois. Souriez, Fanny, vous êtes surveillée. Voilà, c'est les outils qui viennent des États-Unis, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a beaucoup de tech qui viennent d'autres pays, mais qui sont en France, et ça risque de se développer pour conclure. Ça risque de se développer, puis on en revient finalement à cette question de la confiance des managers. Oui, bien sûr. L'autonomie, mais pas trop, puisque ces outils-là sont quand même un petit fil comme ça qui vous retient. Merci Fanny. On se retrouve demain. Demain, vous nous parlez de quoi demain ? Surprise ? Surprise. C'est une surprise. On va peut-être voyager d'ailleurs. On va peut-être voyager. Elle le sait. Je pensais qu'elle ne le savait pas. Tout de suite, c'est le cercle RH, notre débat. On s'intéresse à la vaccination. Est-ce que l'entreprise peut être un nouveau lieu pour vacciner ? À partir de demain, les personnes de plus de 75 ans pourront aller se faire vacciner. L'entreprise, pour certaines d'entre elles, aimerait elle aussi pouvoir prendre en charge ce volet. On en parle avec des experts et des spécialistes. Et dans quelques instants, restez avec nous. On fait une courte pause. La vaccination en entreprise, voilà un sujet sérieux et sensible. Au moment où on va vacciner les personnes de plus de 75 ans dans des centres de vaccination, dans des collectivités, dans des mairies, ces personnes pourront y aller. Des entreprises ont signé une tribune dans les colonnes du JDD pour dire « Nous, entreprises, nous souhaitons à la fois nous faire vacciner et pourquoi pas d'ailleurs devenir nous-mêmes des centres de soins ». Je pense à des très grandes entreprises comme la RATP, dont les chauffeurs sont en contact avec du public. Il y a plein d'autres entreprises dont les collaborateurs ont besoin d'être vaccinés. Comment ça va marcher ? Le gouvernement a un peu flotté sur le sujet. Pas de date précise. Depuis hier, Elisabeth Borne indique que ça sera la phase 3. Alors beaucoup attendent de savoir quelle date ce sera. Ça sera le printemps. On fait le point parce qu'il y a un débat de droit, il y a un débat d'organisation et de logistique parce qu'il faut le dire, il n'y a pas aujourd'hui assez de doses pour vacciner les Français. On fait le point avec nos invités. On a voulu avoir une vision un peu transversale de ce sujet. D'abord, le docteur Philippe Guibert. Bonjour docteur. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Parlez d'ailleurs de cette question. Vous êtes directeur consulting santé d'International SOS et on fera le point parce que vous accompagnez des entreprises, vous les conseillez, on saura ce qu'elles vous disent, ces entreprises, ce qu'elles souhaitent réellement. Annelise Puget est à mes côtés. Bonjour maître, vous êtes avocate associée au cabinet Berset, spécialiste en droit social. Absolument. Il y a des questions de droit, il y a des questions très sensibles, puis on reviendra aussi sur le droit ou pas de se vacciner. Est-ce qu'une entreprise a le droit d'imposer à un collaborateur un papier de vaccination ? Ça, c'est un autre sujet. Et puis Jean-Luc Flabeau, bonjour Jean-Luc, vous êtes vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et vous faites
partie des experts comptables, cet ordre, de ceux qui ont signé cette tribune dans les colonnes du JDD, en disant, d'abord, l'entreprise, elle est dans la société, ce n'est pas que de l'économie, on est aussi impliqué dans la sphère sociale et on doit prendre notre place dans cette vaccination. D'abord, juste mettre, parce que le droit, rien que le droit. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que dit le droit ? Je ne parle pas du Covid, dans la possibilité qu'a une entreprise de pouvoir mettre en place des sessions de vaccination, quel que soit ce pourquoi on vaccine. C'est autorisé, ça existe, il y a un cadre ? Ça existe et il y a un cadre qui est très strictement fixé par le Code de la santé publique. Il y a une liste dans ce Code de la santé publique des affections pour lesquelles les vaccinations sont obligatoires et une liste des professions pour lesquelles la vaccination est obligatoire. Donc les affections concernées, ça va être la rougeole, le tétanos, une liste précise, la grippe. Et évidemment, les fonctions pour lesquelles cette mission est obligatoire, ça va être principalement les professions médicales, ça on s'y attendait, les intervenants en PMI, les étudiants en médecine, les intervenants en EHPAD, pardon, oui, mais aussi de façon surprenante les blanchisseries hospitalières, etc. Oui, parce que c'est des produits qu'on utilise ensuite pour les draps, Donc ça existe, ça veut dire qu'il y a déjà un cadre. J'aurais juste faudrait écouter, messieurs, ça va vous intéresser. On avait hier le secrétaire général de Force ouvrière et puis un expert en spécialiste, un économiste sur les questions de travail. Écoutez ce qu'il disait. Alors, le secrétaire général est un peu plus prudent sur cette question de la vaccination. Il n'y est pas forcément favorable. Mais écoutez ce que disait Bertrand Martineau, justement, sur cette question. C'est deux sujets, c'est deux sujets très différents. Démultiplier à l'infini les possibilités de se faire vacciner, que ce soit, comme pour la grippe d'ailleurs, que des infirmières puissent le faire, qu'on crée des vaccinodromes, qu'on a même évoqué que des vétérinaires pourraient... C'est évoqué, en effet. Moi, j'ai aucun problème. Voilà. Quand on voit le niveau de formation d'un vétérinaire en France, moi, j'ai confiance dans mon aucun problème, c'est ce qu'ils disent. Bref, donc on peut démultiplier à l'infini. Que ça se passe dans les entreprises, ce serait sans doute une très bonne idée. Alors, il y a des problèmes logistiques, mais voilà, donc ça, il faut faire feu de tout bois et démultiplier les choses. Donc ça peut être un espace. Vacciner 30 millions de personnes en quelques mois, vous pensez bien. Maintenant, la question de savoir si la vaccination doit être obligatoire, alors pour travailler en entreprise, ça me paraît assez délirant. En revanche, la question va sans doute se poser dans les transports aériens. Dans certains secteurs. Dans certains secteurs bien sûr. particuliers. Bon, je rappelle que quand vous avez des enfants, pour les mettre à la crèche ou à l'école, il faut qu'ils soient vaccinés. Et c'est d'ailleurs comme ça que nos ancêtres, c'est avec ces mesures que nos ancêtres ont vaincu la variole, la polio, enfin des maladies absolument abominables, à côté desquelles le Covid est presque une promenade de santé. Mais je pense qu'on n'a rien à inventer, tout existe. Non. Oui, voilà. Mais enfin, la question de la vaccination obligatoire pourra peut-être se poser. C'est plus un problème de logistique, voilà. Oui, à court terme, oui. Et de discours un peu plus rassurant et confortant. Confiance. Jean-Luc Flabeau, vous signez, votre organisation, l'Ordre des experts comptables, cette tribune dans le JDD. Vous le dites clairement, aux côtés de l'État, les industriels, les artisans, les commerçants, les acteurs du monde économique, tous secteurs confondus, doivent et peuvent montrer l'exemple en se faisant vacciner et en le faisant savoir auprès de toutes leurs parties prenantes, et particulier de leurs forces vives qui, au quotidien, dites-vous, assurent par leur engagement la réussite de leur entreprise. Ils peuvent insuffler la confiance nécessaire pour sortir de cette crise. On en est où là aujourd'hui ? Vous êtes confiant ou pas confiant ? Il y a un cadre légal. C'est possible, c'est possible. Est-ce que vous dites aujourd'hui, on nous emmène un peu en bateau, pour le dire un peu directement, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'organisation, on ne sait pas comment ça marchera, ou vous dites, ça avance ? Non, en tout cas, ce qu'il faut, c'est à tout prix... ça avance pas ? Ça va avancer, mais il y a de l'interrogation, bien sûr. La vaccination en entreprise, bien évidemment, donc on est pour. De toute façon, ce qui est important, c'est qu'on ait une vaccine pour sortir de la crise, à la fois pour sauver des vies, mais aussi pour sauver des entreprises, pour avoir moins de faillites, avoir moins de licenciements, avoir moins de dettes cumulées, tout ça. Il faut passer par la case vaccin. Donc ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il y ait une vaccination massive. Oui, ça, une fois qu'on l'a dit, ok, voilà. Très bien. Mais justement, comment donc, au niveau des entreprises, donc, on est complètement en phase pour avoir une vaccination des entreprises. Mais par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est toute la mise en place de la logistique. On est d'accord ? Comme on le disait à l'instant, il y a des grandes entreprises qui ont l'habitude, parce qu'ils ont des process de vaccination anti-crise, etc. Mais on parle des grandes entreprises. Si on prend l'ensemble des salariés en France, il y a énormément de salariés qui travaillent dans des PME, qui travaillent dans des TPE, etc. Donc si on veut une vaccination massive au niveau des salariés, il faut une anticipation. Donc je reviens sur les propos de la ministre Elisabeth Borne. Elle nous dit, oui, c'est un sujet, on va revenir vers vous, peut-être
j'espère avant. C'était ma peut-être au question. printemps, On parce vous que- emmène en bateau. Voilà. Alors, si on veut une véritable anticipation, parce que ça demande de l'anticipation, il faut, Ah, bien sûr. il faut justement sensibiliser le personnel, il faut Créer des il faut espaces. toute la partie logistique, chose que les PME n'ont pas l'habitude, etc. Il faut voir comment on peut fonctionner avec les agents de la médecine du travail, etc. Donc ça, si on veut avoir une Il faut vaccination commencer dès maintenant. d'entreprise, il faut commencer dès maintenant, avec aussi des règles claires et précises, c'est-à-dire avoir un protocole clair, ça ne veut pas dire complexe, ça veut dire aussi simple, avec un protocole, et surtout, donner de la confiance. Donner de la confiance, parce que si on y Mais ça veut va- dire quoi, donner de la confiance? Eh Ça ben, veut dire donner- rassurer les gens sur le vaccin? Bien sûr, rassurer les gens. Hmm. Passer par rassurer les gens. Alors, sur la confiance, c'est un sujet. Et Dr Guibert. Le problème de la confiance ou de la méfiance, c'est un sujet, on le sait, c'est un sujet franco-français sur plein de sujets. Et pour revenir sur la vaccination en entreprise, je crois réellement qu'on peut plus développer de la confiance dans l'entreprise entre les directions et les salariés, les gens ont l'habitude de se côtoyer, tout ça, plutôt que la confiance entre Ouais. les Français et les pouvoirs. Vous dites c'est au et les niveau de pouvoirs- l'entreprise et qu'on les a de la pouvoirs confiance. Ben, c'est intéressant parce qu'on l'entend beaucoup sur plein d'autres sujets. Laissez-nous faire, laissez-nous aussi parler à nos salariés. Qu'est-ce que vous proposez du côté des SOS International? J'ai gardé de côté évidemment la vaccination obligatoire qui reste un sujet sensible mais qui est sur la table pour certains groupes, certaines entreprises où il est possible, on verra ce que dit le droit sur cette question, entre le droit du citoyen et ses obligations professionnelles. Il y a un vrai sujet. Qu'est-ce que vous proposez vous aujourd'hui d'accompagner les entreprises pour les aider? Absolument. Et aujourd'hui, les entreprises sont en phase d'observation intense sur la réalité, je dirais, de leur marge de manœuvre et la fenêtre d'opportunité qui se présentera à elles pour pouvoir faire quelque chose et faciliter l'accès du vaccin à leurs collaborateurs, et ce, au-delà du territoire national, mais aussi à l'international. Donc notre rôle, Oui, ce c'est qui est- international SOS, ouais. c'est de leur donner cette visibilité, je veux dire, le pouls sur le patient pour savoir à quel moment cette opportunité se présentera à elle pour pouvoir avoir accès au vaccin, organiser des campagnes, recruter des médecins, acheter des vaccins peut-être. C'est exactement ce que je voulais vous demander, parce qu'il y a quand même une organisation gérée par l'ARS qui va en fait dispatcher ces vaccins sur des territoires. Alors c'est très compliqué, il y a des protocoles sanitaires très lourds. Est-ce qu'une entreprise qui a la possibilité d'appeler Pfizer et d'acheter directement ces doses a le droit de le faire? Est-ce que vous êtes penché sur cette question? Alors je ne pense pas que l'entreprise... C'est interdit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est d'accord, hein? Mais on peut penser que dans Mais 6 mois imaginons. ou dans un an, ça sera le cas. Elle peut directement faire venir ces vaccins et vacciner ses salariés. Et on pourrait même aller plus loin, les vacciner totalement gratuitement avec un service de soins et un suivi. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui prendrait en charge et non plus, presque plus la Sécu. Autorisé ou pas autorisé, selon les règles aujourd'hui mises en place? Une entreprise en direct ne peut pas acheter ses vaccins. Non, aujourd'hui, non, elle ne peut pas. D'accord. Non, elle ne peut pas. Voilà, D'accord. Pas ces vaccins-là. Pas ceux-là. Elle ne peut pas, non, absolument pas. Mais les autres, ça peut être possible. Bah, en fait, ils passent par des services de santé qui les assistent pour l'organisation de la vaccination. Donc C'est la grippe, effectivement par toute une exemple. logistique. Exactement. Et on peut tout à fait imaginer, avec des contraintes logistiques un tout petit peu plus complexes, Bah oui. de donner le même champ de responsabilité aux entreprises en matière de vaccination contre le coronavirus que contre la grippe ou les maladies professionnelles Bah oui. qui exigent des vaccinations. Et pour ceux qui partent à l'étranger, qui sont obligés de se vacciner, des cadres qui partent dans des pays d'Afrique ou d'Asie, qui sont obligés d'avoir des vaccins obligatoires, bah là c'est l'entreprise, j'imagine, qui gère ce système de vaccination, Qui j'en fait suis appel à sûr. des prestataires de santé Évidemment. pour permettre à leurs collaborateurs d'être Et immunisés. puis je crois que depuis un an, il faut qu'on prenne, il est temps qu'on prenne des enseignements. On a bien vu que le système de centralisation à tout va avec l'ARS ou ces organismes-là a quand même eu des failles. Ça a On l'a patiné, vu- vous le on l'a- dites. On l'a vu sur Ouais. les masques, on l'a vu sur les tests, on est en train de le voir aujourd'hui sur les vaccins. Parce que Ça a un peu patiné. On peut regarder on nous dit toutes les raisons qui font qu'on a peu de vaccins, mais on peut faire un benchmark assez facilement avec d'autres pays autour de nous. Donc, en effet, Certains il faut- évoquaient l'armée, hein, vous vous souvenez, hein, en voilà. disant, Donc, écoutez, je pense en effet, il faut aujourd'hui s'interdire. On peut imaginer d'autres systèmes que celui-ci, parce qu'encore une fois, le but c'est de vacciner en masse. je ne veux pas vous contredire, mais on n'est pas parti sur ce système-là. Hein. C'est quand même l'ARS qui contrôle, avec l'obligation d'un médecin présent sur place et sur site. Même lorsqu'une infirmière pique, il faut que le médecin soit là. Il faut une récupération des déchets, ce qui est un autre sujet d'ailleurs de la récupération des seringues, ce qui était vrai pour d'autres problèmes. Concrètement, j'aimerais qu'on bascule, si vous en êtes d'accord, sur la vaccination obligatoire. Parce que si on reste dans une logique de vos clients volontaires, ils sont volontaires et ils vous disent, moi j'ai des collaborateurs qui sont au contact avec le public, je pense à la grande distribution, je pense au transport, je voudrais que mes salariés soient vaccinés. Qu'est-ce que dit le droit, maître? On ne peut pas obliger un salarié à se vacciner? Alors, si. Ah. Alors,
En réalité, pour la Covid, pour le moment, non. Eh oui, là, il y a un vide. On a tout un attirail juridique qui existe. Si vous faites partie de la liste des professions qui sont concernées, à savoir essentiellement le médical, comme on le disait tout à l'heure, et que... oui, c'est exclu le transport, par exemple. Voilà, c'est ça. Et que l'affection fait partie de cette petite liste qui doit comporter à peu près 10 ou 11 vaccinations, donc c'est quand même pas très important. Là, on est sujet à une obligation, c'est-à-dire que si vous refusez de le faire, et que vous n'êtes pas en mesure de démontrer que vous êtes sujet à une contre-indication médicale qui est temporaire ou qui est définitive... Risque de licenciement. Là, risque de licenciement. D'accord. Voilà. OK. En l'état... Mais sauf que la liste est restrictive, excusez-moi, je vous interromps. Oui, tout à fait. Donc, il faut agrandir, élargir la liste des secteurs où s'appliquerait cette règle. Il faut intégrer la Covid dans la liste des vaccinations, déjà. C'est un élément. Et d'autre part, élargir les secteurs. Et là, on pourra effectivement envisager des sanctions. En l'état, si vous refusez d'accueillir chez vous un salarié parce qu'il n'a pas accepté de se faire vacciner contre la Covid, vous risquez des procédures en discrimination. La sanction sera annulée. D'accord. Mais j'ai envie de dire qu'il faut replacer ça dans un contexte juridique plus large. Mais si je prends le problème à l'envers, l'entreprise doit aussi garantir la santé de ses salariés. Donc là aussi, c'est complexe. Mais c'est là que ça devient passionnant pour le juriste bien sûr. que je suis. Mais oui, c'est un cas pratique, ça. C'est que c'est un problème de santé publique, c'est un problème de liberté individuelle, c'est un problème d'intégrité physique, parce qu'on va vous piquer, on touche votre corps. Bien sûr. C'est un problème de discrimination. On l'a vu, si vous refusez l'accès à quelqu'un qui n'est pas vacciné, en l'état, c'est une discrimination. Clairement. J'ai un problème de secret médical, qui est un droit subjectif. Seul le salarié va pouvoir vous dire s'il a été vacciné ou pas. Le médecin qui sait aujourd'hui que vous êtes positif à la Covid n'a pas le droit de le dire à votre employeur. Donc j'ai une vraie question. J'ai un problème de RGPD. C'est-à-dire de conservation des données. Aujourd'hui, pour le traitement de la Covid au niveau national, on a créé des exceptions et on peut collecter un certain nombre de données. Comme le fait la Sécu qui vous demande. Comme le fait la Sécu, comme le fait l'ARS, c'est une nécessité. Là, pour que ça soit efficace, il faudrait créer une exception qui permettrait aux employeurs de collecter cette donnée. Parce que une fois que vous aurez lancé cette campagne de vaccination, si vous voulez pouvoir prendre des mesures en interne, il faut savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas. Bien sûr. Vous n'aurez jamais 100% de vaccinés. Donc, qui est asymptomatique, qui ne l'est pas, qui l'a eu, qui ne l'a pas eu, parce qu'il faut quand même faire du tri. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Voilà. C'est dangereux, si je peux me permettre. Le droit est restrictif, mais pose des problèmes pour notre santé. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié peut arriver en ayant le Covid en ne le disant pas, ce qui est déjà pas clean, comme on dit. Mais il n'y a pas de problème. Donc il vient, il peut contaminer d'autres personnes, mettre ses mains un peu partout. Absolument. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que même en gardant ses barrières. Même quand la vaccination sera en marche, et qu'elle sera, j'utilise l'expression en marche, quand elle fonctionnera, n'ayez pas peur, c'est pas un gros mot. Elle fonctionnera, il faudra conserver les gestes barrières. Oui, vous n'arriverez jamais. Et on en parlait tout à l'heure ensemble. Il y a des doutes, il y a un scepticisme chez les salariés français qui font qu'on n'aura jamais 100% de vaccinés. Donc pour l'entreprise, ça va être une double charge. Ça va être, j'organise à mes frais cette vaccination dans mes locaux avec une logistique très dure, mais pour laquelle effectivement ils pourront avoir une aide effective. Et puis d'un autre côté, je suis quand même obligée de maintenir l'ensemble de ces gestes. Mais Jean-Luc Flabeau, je me tournerai vers le docteur Philippe Guibert dans quelques instants, mais quand vous faites cette tribune dans le JDD, vous le dites d'ailleurs assez clairement, vous dites nous on prend notre place, on a dans la loi Pacte de 2018, l'entreprise n'est pas qu'un instrument économique, c'est aussi un instrument social, et c'est de ça dont il est question dans votre tribune. Est-ce qu'il y a un peu d'agacement chez vous quand même? Parce qu'une tribune, ça dit quelque chose. Ça dit, voilà, on a beaucoup parlé du système de santé, on a beaucoup parlé, mais nous, entreprises, personne ne nous consulte. Il y a un peu d'agacement, pour ne pas dire de colère. Un peu d'agacement, oui. Bon, on est dans une situation exceptionnelle et on peut comprendre que pour les gouvernements, quel qu'il soit, c'est un peu compliqué. Mais on a soit un petit peu d'agacement. Ce qui m'importe surtout, c'est de voir quelle est l'évolution. C'est la phase 3, vous avez vu? Oui, non, mais oui. Mais vous ne savez toujours pas quand c'est. Et d'où cette nécessité complète d'anticipation, parce que s'il n'y a pas d'anticipation sur le sujet, la vaccination en entreprise, ce sera epsilon. Mais elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Voilà, ça, faut le dire. Je suis quasiment certain. Donc il faut de l'anticipation dès maintenant, ne serait-ce que pour des problèmes de sensibilisation, comme je disais, de logistique, etc. Ensuite, pour le chef d'entreprise, l'entreprise a une responsabilité, c'est ce que vous disiez, sociétale. Donc ça, le chef d'entreprise... Et de garantir la santé de ses salariés. Le chef d'entreprise l'endosse totalement. Par contre, il faut un petit peu enlever
du stress sur sa responsabilité pénale. Mais bien Parce sûr. que ça, c'est, on peut pas. On est dans une situation exceptionnelle. Les chefs d'entreprise, depuis mi-mars, ils sont, pour la plupart, ils sont exemplaires. Ils ont une résistance à toute épreuve. Ils vivent quand même. Ils mettent en place bien sûr. Ils mettent en place des choses. Voilà. Donc il faut simplement, en effet, que les pouvoirs publics prennent bien on a ce que vous disiez, maître, on a ces lois actuelles. Ce cadre qui fixe les règles. Il faut élargir le cadre parce qu'encore une fois, on est dans une situation exceptionnelle. Les contraintes et on pénales. reviendra à une normalité plus tard. Docteur Philippe Guibert, puisque vous êtes sur ce sujet, juste une question un peu technique, mais qui touche à vos deux activités, j'allais dire, comment on peut savoir qu'un salarié qui est entré dans une entreprise, c'est lui qui l'a transmis, enfin c'est très compliqué, un salarié se retourne contre son entreprise en disant mais j'attaque mon entreprise au pénal parce que c'est l'entreprise qui m'a contaminé, mais comment il le sait? C'est impossible. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est pas possible, il n'y a pas de cas encore là, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Hors situation exceptionnelle où l'enquête déterminera que le seul facteur de contamination peut être ce collaborateur. Et à ma connaissance, on n'a pas vu de publication de ce genre de cas de figure. Mais vous, aujourd'hui, qui observez aux côtés des entreprises, certaines sont vraiment dans les starting blocks qui vous disent « nous, on est prêts à le faire ». Elles sont dans le même état d'esprit que l'ordre des experts comptables. Vous parlez au nom aussi de vos clients, j'imagine. Elles se disent « mais en fait, on nous a un peu oubliés dans le dispositif. En fait, on ne compte pas beaucoup ». Vous soulevez le sujet de la confiance, en fin de compte. Bah oui. La confiance qu'elles ont à entretenir en interne pour dire le jour où on sera prêt, on veut que vous soyez prêts avec nous pour avoir accès à la vaccination. Et la confiance intégrez-nous alors. Les pouvoirs publics vont nous donner pour organiser, le cas échéant, la manière la plus structurée et réglementée possible, dans le cas de la réglementation, la confidentialité, le suivi des cas spéciaux. C'est complexe, la confidentialité, si je peux me permettre. Oui, ça pose des problèmes. Il va falloir quand même la conserver. Donc, je pense que les entreprises attendent qu'on leur manifeste confiance à leur égard, puisqu'elles le font déjà aujourd'hui en matière de santé au travail sur bien d'autres sujets, y compris des sujets de vaccination. Mais maître, c'est pas vous qui allez évidemment retricoter, réécrire les textes. Il y a de la jurisprudence, il y a le législateur qui va s'y pencher. Sur la question pénale, parce que c'est un point important, on l'entend beaucoup du côté des chefs d'entreprise, il faut un petit peu desserrer la vis parce que la pression est forte. C'est-à-dire on leur fait peser beaucoup de responsabilités ou de risques de responsabilité. C'est possible d'assouplir un peu? C'est une vraie question qui est sur ma liste, si vous voulez, dans le cadre des problématiques. Oui, parce que votre liste est longue. Hein. Bah oui, mais la liste des courses. Il faut anticiper tout ça, à mon sens. La responsabilité, c'est clair que l'acte vaccinal qui va être demandé, suggéré ou ordonné par l'employeur selon l'endroit où on se trouve dans la liste, il peut, le cas échéant, engager sa responsabilité dans le cadre de l'accident du travail. Par exemple, ça peut constituer un accident du travail si ça se passe mal. Et il peut aussi y avoir une responsabilité. Attendez, si la vaccination se passe mal, ça peut être considéré comme un accident du travail, c'est-à-dire des effets secondaires, des choses comme ça. D'accord. Tout à fait. Si la vaccination est survenue à l'occasion du travail et qu'elle ait été obligatoire dans le cadre légal ou suggérée par l'employeur. C'est dur ça. Il va dans un centre médical municipal, il a des effets secondaires, il n'y a rien, mais il le fait dans l'entreprise, c'est accident du travail. Absolument. C'est dur. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Voilà. Il peut aussi y avoir une responsabilité pénale si il est démontré que l'employeur avait de bonnes raisons de connaître le risque et n'a pas pris les dispositions nécessaires. Ce que j'évoquais, il doit garantir la santé. C'est quand même très lourd. D'où effectivement la nécessité d'une vraie réflexion qui s'entame tout de suite. Il y a une jurisprudence qui est en train de se créer sur l'idée que la liste doit être extensive, ou c'est forcément un décret, une ordonnance qui va refixer les cadres des listes des métiers prioritaires. Je le redis, la question des transports, encore une fois, de la grande distribution. Enfin, ce sont des collaborateurs qui sont tous les jours au contact avec du public, qui mettent dans les rayons, qui servent, qui payent, qui reçoivent des clients en caisse. C'est des secteurs sur lesquels vous dites qu'il faut élargir, ou on reste sur la liste assez restrictive des métiers prioritaires? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Si on veut que ce soit vraiment efficace, à mon sens, il faut élargir. Il faut élargir, voilà. On est d'accord. Ça passera par un texte. Donc aujourd'hui, c'est dans le Code de la santé publique. Là, il faudra envisager quelque chose rapidement. Jean-Luc Flabeau. Sur ces catégories spécifiques. Bah oui, c'est métier. Il y a aussi cette idée avancée du passeport sanitaire. Qui est un sujet sensible, mais qu'on peut peut-être traiter dans les sphères privées. Parce que on a bien des cas. Nous, on a des clients, par exemple, dans l'événementiel, catastrophique. Oui. Secteur en chute libre. Il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie d'inventer un nouveau cadre, par exemple,
passeport sanitaire. Donc je sais que c'est peut-être un peu complexe parce que bon. Qui permettra à quoi? Aux collaborateurs de pouvoir continuer à travailler? Certaines catégories de collaborateurs, par exemple sur des salons professionnels qui sont au point mort. Alors c'est des secteurs touchés, Terrible. mais c'est aussi des zones touchées. Je pense par exemple à des villes comme Cannes, etc. Cannes, bien sûr. Des zones Bien sûr. touchées. Donc à un moment donné, encore une fois, est-ce qu'on va sur ces passeports sanitaires qui permettent de sécuriser complètement tout un ensemble de populations déterminées pour justement avoir ces activités. Donc c'est dans le transport aérien, c'est dans... Bien sûr, voilà. transport Donc, aérien, donc là, on est routier. bien dans une approche par catégorie de personnes. SOS International, sans être pessimiste, parce on est la chaîne des audacieux, donc on a plutôt de l'optimisme. Mais enfin, on sent quand même que c'est un peu mal emmanché, pour le dire vulgairement, cette histoire de vaccination en entreprise, non? Pour l'instant, on est dans l'observation, comme toutes les C'est entreprises. bien ça, ouais. Ce qui est déjà énorme, Ouais. actif. C'est l'arme au pied, en fait. Les choses changent très rapidement, aussi dans d'autres pays. C'est-à-dire que cette réflexion entamée en France, Oui, ça bouge aussi. Hein. elle est la même dans d'autres pays, à l'international. Et c'est pour ça que le rôle comme international SOS, c'est d'aider, de donner cette visibilité en disant attention, tel pays va permettre à l'entreprise. Ouais, parce que vous avez un tableau de bord. Exactement. Ça bouge ailleurs, en Allemagne, ça bouge aux États-Unis. Ça bouge à l'international, exactement. Vous avez des pays dans lesquels, en effet, aujourd'hui, des consortiums d'entreprises peuvent se former pour commander des doses de vaccins auprès de l'État. Vous voyez qu'on y arrive. On y arrive. C'est qu'ils prennent leur Alors, stock de doses. De là à dire que ça sera réplicable, ça sera transposable au niveau européen, bon, il y a encore des semaines devant nous. Et je pense qu'aujourd'hui, la faille existe pour donner à des acteurs privés qui sont responsables de collaborateurs la possibilité de faciliter l'accès à ces collaborateurs en travaillant et en voyageant à l'international. Parce que pour reprendre ce que vous disiez, M. Frémaux, on risque d'avoir des situations où des pays vont exiger Bien un sûr. degré de vaccination. Vous ne rentrerez pas si Exactement. un cadre supérieur, un dirigeant d'entreprise qui va avoir une de ses filiales, il ne rentre pas s'il n'a pas le... C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Vous voyez qu'on arrive doucement au C'est la vaccin prochaine obligatoire, étape, c'est évident. sans le dire. Bien sûr. Sans le dire. Bien Et sur sûr. ce que vous dites, Dernier mot. Sur ce que vous dites, docteur, parce que ce qui m'apporte aussi, c'est bien sûr, comme à tous, la reprise économique, d'avoir ces 6% prévus en 2021. Oui. Si en effet, Ça, c'est les chiffres de Bruno Le Ouais. Maire avec si en effet, ouais. Un défi quand même. Hein. Certains pays avancent plus vite que d'autres. On nous dit c'est un marathon, mais un marathon, il faut une ligne d'arrivée. Donc il faut quand même arriver Dernier mot, sur hein. les lignes d'arrivée. Si nous, on est en retard là-dessus, si les autres voyagent, etc., on perdra des parts de marché parce que les autres auront commencé beaucoup plus vite. C'est le débat de la course à pied. Merci à vous, Jean-Luc Flabeau, vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Vous êtes la seringue au pied, prêt à partir, mais il faut qu'évidemment il y ait quelques règles, peut-être qui s'assouplissent. Ça, c'est le droit. Merci Annelise Puget d'être venue sur notre plateau, avocate associée au cabinet Berset, spécialiste en droit social. Et merci au docteur Philippe Guibert, directeur consulting chez SOS International. C'était un vrai plaisir. On voit qu'il y a encore un petit peu de route, quand même, il y a un petit peu de chemin à parcourir avant le printemps. Il reste 3 mois, donc il y a encore. Vous reviendrez nous en parler. C'est bientôt la fin, fenêtre sur l'emploi. On parle d'un secteur qui recrute. Oui, parce que c'est un peu morose en ce moment. Ce secteur de la relation client, il recrute. Et il est avec nous, on en parle dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. On recrute, c'est un peu notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, c'est une rubrique qui donne la parole à des secteurs qui recrutent dans un contexte, il faut le dire, un peu morose sur le plan de l'emploi. Benjamin Martini, merci d'être avec nous. Vous êtes le DRH de WebHelp France. Quelques mots sur WebHelp avant de parler des recrutements. WebHelp, on est un groupe français de 65 000 personnes réparties un peu partout dans le monde. On existe depuis une vingtaine d'années, 20 ans en fait exactement depuis 2020. Et on accompagne un grand nombre de clients dans leurs relations clients et l'externalisation de certains de leurs métiers qui sont au contact du client. En relation client, il faut être précis, c'est un joli mot, c'est ceux qui en fait vous répondent en premier rideau quand vous appelez une banque, quand vous appelez une assurance, et qui se font parfois un peu engueuler, parfois même. Absolument. Alors, on vient de ce métier historiquement, et en fait, c'est un portefeuille de métier qui aujourd'hui est plus large que la pure relation client, c'est-à-dire la réponse aux problématiques clients des opérateurs télécoms ou des opérateurs d'énergie, par exemple, qui sont les clients historiques. Bien sûr. Effectivement, on a des métiers aujourd'hui plutôt dans le secteur bancaire, dans le secteur de la santé,
santé, dans le secteur assurantiel. Vous recrutez, c'est important de l'entendre, parce que j'écoutais le patron de chez Leclerc qui lui disait à une question posée, allez-vous cette année dans ce contexte de crise recruter? Il dit ben oui, on va recruter 2000 collaborateurs, jeunes, plutôt jeunes, disait-il. Vous recrutez aussi. Pourquoi il y a un besoin comme ça de collaborateurs dans ce secteur de la relation client? C'est probablement lié à différents facteurs. D'abord, on a plutôt eu une gestion de crise sérieuse qui a apporté de la résilience à nos clients. Et du coup, ils ont tendance à nous faire confiance et à nous demander plus de volume, plus de flux ou plus d'activité. Et puis, on a tendanciellement, sur certains marchés, une tendance à recourir plus à l'externe dans le cadre de la croissance ou du développement d'activités. On évoquait les services financiers qui sont un porteur important en France de ce développement. Un mot, et combien de collaborateurs vous envisagez de recruter? Parce que là, on l'a bien vu que vous avez un maillage sur près de 50 pays, donc vous êtes partout. Combien de collaborateurs vous recrutez? Pour ceux qui nous regardent, parce que c'est intéressant, ils vont forcément aller sur WebHelp et de se dire, tiens, je vais essayer de trouver un job. En France, on recrute 600 collaborateurs dans les 3 mois. Alors depuis décembre, on a déjà fait une partie... Vous n'avez pas tout recruté, parce que si vous venez pour nous dire que c'est fini, c'est pas drôle. On a déjà fait une partie du chemin, mais il nous reste encore beaucoup d'opportunités à saisir sur nos sites de Chalon-sur-Saône, de Tourcoing, de Compiègne ou de Caen, par exemple. Donc ce sont des centres d'appel, il faut être assez concret. Ce sont des centres de contact, puisque aujourd'hui, il y a bien plus que des appels téléphoniques. On gère aussi des contacts entrants par toutes sortes de médias, des emails, du WhatsApp, vraiment de nombreux canaux. Et donc on a fait une partie du chemin et en fait c'est la visibilité qu'on a jusque-là, mais dans le contact avec nos clients, on va continuer de recruter tout au long de l'année 2021 en fonction des ajustements des prévisions. Le profil, parce que excusez-moi, il y a eu un débat sur la relation client qui n'était pas made in France, il faut le dire assez directement, parce que vous tombiez parfois sur des personnes qui étaient à l'autre bout du monde pour des raisons, on l'aura compris, de coût. C'est du made in France, là, ce sont des collaborateurs made in France qui vont travailler en France. Absolument, ce sont des collaborateurs qui travaillent en France pour une structure française, même si on a un groupe qui existe dans toutes sortes de pays. Donc c'est vrai que la relation client pour les clients français peut être portée à différents endroits, mais ce sont bien des recrutements intégralement portés en France. Avant de nous quitter, le profil des personnes qui peuvent frapper à votre porte, parce que c'est quoi? C'est du profil jeune, c'est des gens en reconversion, c'est des gens qui ont déjà une expérience en relation client? Nous sommes très ouverts à tous les profils que vous avez évoqués. On peut être à la fois un tremplin pour l'emploi pour des profils plus jeunes, des personnes qui recherchent un premier job, ouais, c'est ça. Voilà, un premier accès, voire même dans le cadre de leurs études, en complément de leurs études pour ça, c'est une bonne information. Un revenu sur des contrats à temps partiel qui permettent, ou à temps complet d'ailleurs, mais qui sont ajustés. Les étudiants galèrent en ce moment. Des études, donc ça c'est très important. Et puis on recrute effectivement des personnes plus éloignées de l'emploi, en insertion, en réinsertion. Et ça fait partie de nos objectifs de responsabilité sociale en 2021, d'avoir au moins 10% de nos recrutés qui sont issus de ce qu'on appelle l'impact sourcing, c'est-à-dire vraiment des gens éloignés de l'emploi, qu'en tout cas on va accompagner vers une formation diplômante et un métier. Pendant leur activité de relation client. Absolument, de relation client. D'abord une période de formation qui peut être, je disais, certifiante dans certains marchés, puis ensuite tout au long de leur expérience en tant que collaborateur. Donc vous leur remettez ou mettez le pied à l'étrier, comme on dit, de manière à trouver comme ça une voie. Et on peut évoluer dans ces métiers, parce qu'on a souvent l'impression qu'on a un peu le plafond de verre. Une fois qu'on a le casque, on répond, on connaît son produit, on évolue comment dans ce métier? Je pense que c'est vraiment une fausse impression aujourd'hui. On est vraiment un acteur du développement de l'employabilité. Alors c'est vrai qu'on propose, on met le pied à l'étrier et que les gens ensuite vont pouvoir rebondir ailleurs, d'autres activités et d'autres secteurs, mais on promeut énormément également l'évolution interne, la mobilité interne. Plus de 70% de nos recrutements d'encadrants, donc de superviseurs ou au-delà, sont faits en interne par la promotion interne. Merci d'être venu nous éclairer sur cette relation client qu'on connaît tous et qui finalement on connaît mal. Il y a du recrutement, c'est 600 collaborateurs en France sur des sites. Tout ça sera expliqué, j'imagine, sur le site de WebHelp France, qui est une entreprise internationale, mondiale, puisque vous êtes basée dans 49 pays. Merci à vous, docteur Philippe Guibert. Merci à vous, Annelise Puget, de m'avoir accompagné jusqu'au bout de l'émission. Vous n'en avez pas perdu une bouchée, parce que vous êtes aussi, vous, des usagers, des collaborateurs de cette entreprise. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à Eva, que je salue. Merci à Caroline qui sont derrière mais qui nous aident à préparer cette émission. Merci à la réalisation et au son, c'est très important. Je serai là demain en direct comme d'habitude. Portez-vous bien, d'ici là, bye bye.